TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans l'histoire, certains couples ont dépassé la sphère privée pour devenir des acteurs politiques à part entière. On pense à César et Cléopâtre, dont l'alliance a pesé sur l'équilibre du monde romain, à Louis XIV et Madame de Maintenon, dont la relation a influencé la vie de cour et les orientations religieuses du royaume, ou encore à Victoria et le prince Albert, partenaires étroitement unis dans la consolidation d'une monarchie britannique modernisée. À chaque époque, ces couples ont mêlé sentiments, stratégie et pouvoir, mais aucun n'a peut-être autant associé l'intime et le politique que celui que nous abordons aujourd'hui, un couple né dans les incertitudes de la Révolution française, formé de deux êtres que rien ne prédestinait l'un à l'autre. Une veuve créole, mère de deux enfants, rescapée de la terreur, et un jeune général ambitieux, encore inconnu, mais déjà habité par le sentiment de sa destinée. Entre eux, il y eut à la fois l'attachement, la dépendance affective, la rivalité, le soutien mutuel, l'ascension sociale, les réseaux, la construction d'un pouvoir, puis les contraintes de leur raison d'État. Leur union a accompagné l'essor d'un régime et leur séparation a ouvert une nouvelle phase de l'histoire de France. Ce couple n'a jamais été une affaire privée. Il est devenu un élément structurant du passage du directoire au consulat, puis à l'Empire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette relation, celle, vous l'avez deviné, de Joséphine et de Bonaparte, où se noue l'amour, l'ambition, la politique, la gloire et les fragilités humaines, une relation sans laquelle une partie de l'histoire de France serait difficile à comprendre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Branda. Pierre Branda, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste du consulat et du Premier Empire et directeur scientifique de la Fondation Napoléon, où vous êtes en charge du patrimoine et des collections. Alors depuis près de 20 ans, vous avez publié de nombreux travaux de référence sur Napoléon, une vingtaine d'ouvrages. En particulier, vous l'étudiez en particulier sous l'angle politique, administratif et économique. Alors je vais citer quelques livres. On peut citer notamment donc Le Prix de la gloire, Napoléon et l'argent, paru chez Fayard en 2007. Joséphine, Le paradoxe du cygne, publié chez Perrin en 2016, ou encore La saga des Bonaparte, du XVIIIe siècle à nos jours, chez Perrin en 2018, sans oublier, toujours chez Perrin, en 2021, Napoléon à Sainte-Hélène. Et je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Napoléon et Joséphine, l'intime et le grandiose. Alors ce n'est pas un livre de confidence people, hein, c'est un véritable travail d'historien fondé sur les correspondances, les archives, les témoignages pour comprendre comment un couple a pu peser sur la construction puis l'évolution du régime napoléonien. Alors votre livre s'ouvre sur une phrase forte: avant de s'unir, ils n'étaient rien, ensemble ils allèrent si loin.
Est-ce que cela peut résumer votre approche du couple Napoléon-Joséphine ? Oui, tout à fait, parce que ce couple, vous en avez cité des célèbres, il a comme particularité d'être arrivé ensemble au pouvoir, alors même que ni l'un ni l'autre n'étaient destinés à être souverains, c'est sûr, mais leur famille non plus. Donc, en général, ils sont uniques dans l'histoire européenne. Je n'ai pas analysé toutes les dynasties à travers le monde, mais dans l'histoire européenne, ils sont les seuls à monter sur le trône, alors même que ni l'un ni l'autre ne venait d'une famille princière régnante ou préparée à cela. Donc, ça change tout dans le rapport à une dynastie, dans le rapport du couple et effectivement cette façon d'arriver ensemble. Donc et avant effectivement de se mettre en couple, avant donc la campagne d'Italie qui lancera la carrière de Bonaparte et donc aussi celle de Joséphine. Et en fait effectivement ils ne sont pas rien, mais ils ne sont ni connus dans le grand public. Avant 1796, on sait à peine qui est Bonaparte, hein, on l'appelle encore comme ça. Donc et quant à Joséphine, oui, elle est connue des cercles influents, mais elle n'est pas connue non plus de la France. Alors, ce que je disais, c'est pas un livre people, mais c'est une relecture historique. Hein, vous utilisez l'intime comme source. Comment avez-vous travaillé ? Quelle source avez-vous utilisée ? Alors, l'intime, si je puis dire, se déploie à travers la correspondance de Napoléon à Joséphine. Oui. Elle est très connue. Elle fait même partie des plus belles lettres d'amour en langue française. Hein. Mm-hmm. Elle a été découverte au fil du temps, hein, parce qu'on ne l'a pas possédée tout de suite. On n'en a plus découvert, mais on n'a peut-être pas tout encore. Mais il y a un bon corpus qui mêle effectivement. Pas tout encore. L'intime. Oui, il y en a encore qui, oui, parce qu'elles ont été, si je puis dire, récupérées par la fille de Joséphine, Hortense, mais d'autres avaient été volées, d'autres ont été, des fausses ont été publiées, donc il y a quand même eu un travail de tri. On en trouve régulièrement encore qui Alors, de Napoléon à Joséphine, non, mais disons que ce n'est qu'en 1989 hein, qu'on a eu une édition à peu près, pas définitive, mais déjà scientifique de tout cela. Hein. Mais par exemple, au 19e siècle, on avait quelques lettres que Hortense avait publiées, mais on ne connaissait pas, et qu'elle avait d'ailleurs, si je puis dire, caviardé, puisqu'évidemment les passages les plus intimes n'y figuraient pas. Donc là, nous, on possède l'intimité. Alors, malheureusement, les lettres de Joséphine, à Napoléon ont disparu. Napoléon les a sans doute détruites par volonté politique ou familiale, ou enfin bon, on ne sait pas trop, il s'est jamais exprimé sur le sujet, mais néanmoins, dans cette correspondance, il lui répond, donc c'est souvent un échange. Donc, en fait, elle lui répondait plus qu'on ne l'a cru, hein, pas autant que lui, on y reviendra, mais quand même. Ça, et puis sur des témoignages aussi si je puis dire, de mémorialistes fiables, hein, notamment Madame de Rémusat, hein, qui avait écrit pour sa famille, qui a disparu, enfin des gens qui n'ont pas écrit dans les années 1830 pour, si je puis dire, profiter de la vague éditoriale napoléonienne qui existait déjà. Hein. Alors on va maintenant voir, vous dites qu'ils sont arrivés au pouvoir ensemble, on va d'abord voir un peu où ils en étaient, si vous voulez, avant d'arriver au pouvoir, et vous qualifiez l'année 1785 de fondatrice. Alors, a-t-elle façonné à la fois le caractère de Napoléon et celui de Joséphine ? Qu'est-ce qu'ils étaient avant que... Alors, ils étaient, pour elle avait été mariée à Alexandre de Beauharnais, hein, le vicomte, et je veux dire, ce mariage s'est très mal passé. Ils ont eu 2 enfants, mais je veux dire, le couple ne s'entendait pas du tout. Et quant à Napoléon, il était, lui, dans les écoles du roi. Il aspirait à la carrière militaire, ce qu'il fera, bien sûr. Mais il faut déjà comprendre que, certes, ce sont 2 insulaires, mais 2 insulaires qui n'ont pas été forcément mal accueillis, mais un petit peu méprisés, tous les 2. Oui. Puisque les Corses, enfin, on connaît les fameuses anecdotes à l'école de Brienne, où il était moqué dans son école. Mais Joséphine aussi a subi le mépris des continentaux vis-à-vis des créoles. Donc, il y a eu déjà, si je puis dire, un bain continental qui n'aurait été pas favorable. Et alors, si ça se passe pas trop mal dans les écoles du roi, donc Joséphine, le mariage se passe assez mal. En 1785, elle se sépare d'Alexandre, mais ce qui est important, c'est qu'elle elle gagne la séparation, ce qui était assez rare pour une femme à l'époque, mais elle est très combative, et donc c'est une sorte de libération, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer par elle-même dans la société. Et quant à Napoléon, c'est plus tragique, c'est la perte de son père,
mais en quelque sorte, comme le dira plus tard la psychanalyse, il n'aura pas tué son père. Il le dira d'ailleurs, hein, de manière assez crue plus tard. Il n'est pas très chagriné parce que bon, son père, il l'avait pas vu depuis des années, mais surtout, il dira si mon père eût vécu, je n'aurais pas fait cette carrière parce qu'il nous aurait emmené vers tel ou tel parti, parce que c'était le premier des Bonaparte, c'était Charles, c'était pas lui. Donc, quand il disparaît, forcément, il y a eu une place à prendre. Joseph est plus falot, donc il la prend. Et pour lui aussi, c'est une sorte entre guillemets de libération et de nouvelle indépendance. C'est-à-dire, il peut s'assumer tout seul, comme Joséphine, c'est-à-dire dans cette année de 1785, de quelque sorte, ils renaissent, ils deviennent plus indépendants et ils vont, si je puis dire, affronter seuls ou presque la société d'alors. Alors la carrière de Bonaparte sous la Révolution est plus connue. Qu'en est-il de la vie de Joséphine de Beauharnais? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce qu'on peut la considérer comme une survivante? Alors oui, comme une survivante, parce que d'abord elle échappe aux troubles en Martinique, puisqu'elle retourne dans son île. Hein. Oui. Et en 1791, elle s'en échappe sous les coups de fusil, les canons, etc. Elle s'embarque à la hâte avec Hortense, sa fille. Elle manque de faire naufrage au large des côtes du Maroc. Elle arrive à Toulon en 91. Elle revient dans cette France qui va l'emprisonner, puisque elle cultive les réseaux aussi bien royalistes que très républicains, mais sous la terreur, évidemment. On va dire son éclectisme politique ne passe plus. Elle est emprisonnée au Carme, où elle manque à quelques jours près d'être guillotinée. D'ailleurs, un matin, son nom est appelé. Elle pense que c'est pour aller dans la charrette des condamnés. En fait, elle est appelée pour être libérée parce que 2 jours avant, Robespierre vient de tomber. Donc, est-ce que ça a laissé des traces, des séquelles dans... Oui, j'imagine que ce sont des survivants, ce sont des combatifs. Ils ont en fait lutté très tôt pour exister, pour s'imposer, pour vivre, mais ils sont tous les deux ambitieux, donc ils ont cherché toutes les voies possibles pour arriver. Elle, c'est plutôt une ambiance, on va dire, sociale, mais bon, elle aspire quelque part à être une sorte de reine, et lui, une sorte de roi, hein, quelqu'un qui a le pouvoir absolu. Alors ça tombe bien, parce qu'ils ont une ambition, mais pas pour le même fauteuil, donc c'est pour ça qu'ils vont devenir complémentaires, évidemment. Alors comment se rencontre-t-il ? Alors, le 13 Vendémiaire, Bonaparte participe si je puis dire, au sauvetage de la Convention contre une manifestation royaliste. Et là, il devient général en chef de l'armée de l'intérieur. Il fait saisir toutes les armes dans Paris, enfin, du moins, il essaye. Alors, on ne sait pas s'il l'a pris ou s'il allait le prendre, mais il est question du sabre du général de Beauharnais, le mari de Joséphine, mais le père d'Eugène. Hein. Ils ont eu l'enfant que Joséphine a eu avec Alexandre. Et Alexandre a été guillotiné, lui, et bien ce sabre, Eugène demande à le récupérer ou à le garder, on ne sait pas trop. Bonaparte accepte, touché par, si je puis dire, l'émotion de cet enfant. Joséphine le remercie et l'invite. Et Bonaparte commence à entrer dans le cercle de Joséphine. Au départ, il pense être seul à seul. Il pense être tout seul. Oui, pour un tête-à-tête. Mais non, il y a 10 personnes. Il aura un deuxième rendez-vous. Il pense encore être seul à seul, mais là, il dira lui-même, un Jules Barras, c'est-à-dire le directeur qui était là. Et puis enfin, sans doute au 3e rendez-vous, si je puis dire, la victoire était là, on le sait, le 1er décembre, de toute façon, ils sont amants. On a une lettre de lui, douce et incomparable Joséphine, quel empire possèdes-tu sur moi, je me réveille plein de toi. Et si je puis dire, effectivement, la passion amoureuse commence. Ouais. Alors, qu'est-ce qui attire réellement Napoléon chez Joséphine? Il y a de la passion, il y a de l'admiration, ou est-ce qu'il y a une forme déjà de stratégie sociale? Alors, avec ces personnages, ce qui est difficile, c'est que tout se mêle. Ils sont passionnés si je puis dire, par tous les canaux et les choses possibles, en fait. Hein. Alors, c'est aussi bien l'amour que la politique. Enfin, donc, c'est un ensemble. Je pense qu'il a effectivement une admiration pour cette femme qui est déjà installée, qui a déjà 2 enfants, qui en société brille, hein, ce qui n'est pas son cas. Qui est plus âgée que lui. Qui est 6 ans de plus. Et donc, elle possède, si je puis dire, des réseaux, elle a une autorité naturelle qu'il n'a pas encore réellement, hein, qu'il va acquérir au fil du temps, évidemment, assez rapidement même, mais qu'il n'a pas. Et donc, il y a quand même cela, et pour elle avait toujours rêvé d'avoir un homme à ses pieds, qui plus est plus jeune, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les 2 hommes dont on est certain qu'elle a connu d'abord son premier mari, Alexandre, l'a fui parce qu'il a dit que c'était un tyran domestique, et le second, qui est le général Hoche, qu'elle a connu juste avant Bonaparte, a dit que cette veuve en voulait trop de lui. Donc, voilà, mais ce général, non, il en veut encore plus.
Et donc pour elle, voilà, c'est tout trouvé. Joséphine est une possessive, hein, donc elle a enfin un général à ses pieds qui n'arrête pas de lui dire, de lui écrire 1000 serments d'amour. Donc elle est ravie. Son amour est sans doute différent. Il est plus mûr, plus mature parce qu'elle a déjà eu, elle a une expérience beaucoup plus que lui il reste encore très sentimental. Et il a un petit côté chien fou quand on oui, lit chien fou. Puis il est sur le coup d'une déception sentimentale avec Désiré Clary. Et alors, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on sait de lui justement, de ses aventures précédentes? Son expérience amoureuse est très réduite. Il a eu une relation, on ne sait pas si elle était platonique ou non, avec Désiré Clary, qui était la sœur cadette de Julie Clary, que son frère Joseph avait épousée. Et lui, il voulait épouser Désiré, sauf que Joseph, comme les Clary, ne voulait pas. Et il a commencé à le comprendre, et chez lui, ça a été une rupture, parce que jusqu'à présent, pour lui, le clan Bonaparte, en fait, tous ceux qui y appartenaient, eh bien, devaient tout faire pour le clan. Dès que quelqu'un arrivait à une position, eh bien, il devait en faire profiter son clan. Et il va comprendre que dans ce clan, si lui il joue le jeu, les autres ne jouent pas le jeu, en particulier Joseph. Donc il va commencer à être beaucoup plus indépendant, et chose rare, il ne se confie plus à Joseph, il ne se confie plus à sa famille, et il va donc se jeter, si je puis dire, dans les bras de Joséphine, parce que quelque part il trouve une autre famille, et là il affirme son indépendance. Il n'a que 25 ans, hein. Il est très marqué par son clan, hein. Par les Bonaparte. Il y a seulement 2 ans qu'il a quitté la Corse, dans les conditions que l'on connaît, et donc il est encore, si je puis dire, effectivement chien fou et très jeune. Et cette femme le rassure aussi, hein. Joséphine est un côté très rassurant, plus mature que lui à ce moment-là, donc tout cela fait sens en fait. Et elle est assez riche, ce qui pour les Bonaparte compte, et elle a des réseaux politiques, ce qui compte aussi. Donc en fait, c'est la femme parfaite pour lui à ce moment-là. Est-ce que du côté de Joséphine, est-ce qu'elle sent poindre derrière le chien fou alors là, sans doute, parce qu'elle était très psychologue, elle arrivait très rapidement à comprendre qui vous étiez. Elle a dû comprendre qu'il y avait du potentiel, puisque, évidemment, il avait déjà franchi certaines étapes, pensait peut-être pas qu'il arriverait aussi haut. Enfin, en tout cas, elle voyait bien que quelque chose était en lui. C'était très visible, même pas seulement par elle. Donc, je pense que oui, elle a fait un pari sur l'avenir, un pari gagnant pour elle aussi, hein. Oui, effectivement. Donc, vous dites, elle a eu donc son mari, Hoche comme amant. On lui a prêté également Barras, mais c'est a priori plus une légende. C'est plus une légende. En fait, Barras s'est affiché avec beaucoup de femmes, mais bon, sa vie... c'est pas ce qu'il préférait. Non, c'est pas ce qu'il préférait. Voilà, donc tout ça faisait partie si je puis dire, des calomnies d'époque, hein, des royalistes comme des Anglais qui voulaient présenter le régime du Directoire comme corrompu, ce qu'il était en grande partie, et surtout très débauché, ce qu'il était beaucoup moins en réalité. Donc, je veux dire, tout cet ensemble, c'est resté néanmoins, ça lui a collé à la peau, si je puis dire, mais en fait, tout ça n'a pas réellement existé. C'est pas, justement, avec quelqu'un comme Bonaparte, on peut s'imaginer ce qu'il était déjà, c'est-à-dire quelqu'un de jaloux, d'envahissant, suspicieux, malgré tout autoritaire, parce que il avait déjà cette personnalité. Je veux dire, il n'était pas quelqu'un de complètement naïf, hein. Alors, comment se passent les premiers mois de leur relation? Alors, les premiers mois de leur relation, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'ils s'affichent, et là, en société d'emblée. C'est-à-dire, et le couple apparaît malgré leur dissonance, parce que même physiquement, lui, il est plus jeune, enfin, il paraît, et elle, plus établie, mais le couple s'installe comme s'il avait toujours existé. Et ça frappe tout le monde, c'est-à-dire que on aurait pu attendre quelques semaines, enfin, que tout ça... Non, eux, c'est comme une évidence. Ils s'imposent aux enfants de Joséphine, ils s'imposent au cercle de pouvoir. Joséphine va demander un mariage très rapidement. Bref, cette union, et pour Bonaparte, qui aime déjà que les choses aillent vite, pour lui, c'est aussi une aubaine. Donc, en fait, ce couple-là s'affiche très rapidement ensemble, et on comprend qu'il construit déjà une alliance, pas seulement amoureuse. Parce qu'elle l'introduit dans les cercles du pouvoir, comment oui, ça... petit à petit. Alors lui, il les connaît déjà un petit peu quand même. Il les connaît déjà un petit peu, mais elle appuie encore avec d'autres personnes qu'elle connaît, surtout du côté de l'Ancien Régime, hein, où elle avait quand même pas mal d'appui, de réseaux, de connaissances. Et puis comme, évidemment, elle tient le rôle social à travers ses salons, etc., elle lui fait rencontrer beaucoup de gens, et effectivement, elle lui ramène beaucoup de personnes, et qui comprennent que, eh bien, cet homme qui
plein d'avenir, hein, ça se sent quand même déjà. Et voilà, il y a quelque chose à faire là. Hein. Et est-ce qu'elle lui donne également les codes Oui, qu'il est, enfin, elle essaiera de lui donner toute sa vie d'ailleurs, parce qu'il n'a pas les codes. Il est très cassant. C'est quelqu'un qui en société, je veux dire, il aimait par exemple que les femmes se fardent de rouge et apparaissent effectivement très colorées. Alors peut-être est-ce que c'est ses origines corses avec le soleil, on n'en sait rien, c'est possible. Enfin, si la femme n'était pas assez fardée en société, il était capable de lui dire ah bien aujourd'hui madame, vous avez l'air d'un cadavre, ce qui évidemment dans les relations sociales, elle lui en voulait toujours. Donc et elle derrière, voilà, si je puis dire, rattraper un petit peu tout cela en disant sans doute mais non madame, vous savez, c'est pas vrai, il a peut-être pas bien vu avec la lumière. Enfin, elle était capable, voilà, d'inverser le processus, d'abord d'accueillir. C'était quelqu'un à qui on pouvait toujours s'adresser, qui ne paraissait jamais fatigué de vous entendre, qui était toujours à votre écoute, donc ce qu'il n'était pas lui, il n'avait ni le temps ni l'envie. S'il avait vraiment envie de vous parler, c'était plutôt pour vous poser 1000 questions. Oui. Mais je veux dire, c'est pas forcément une conversation comme on pourrait l'entendre. Alors vous disiez qu'elle était jalouse, mais lui aussi. Enfin, c'est un couple assez tonique. Oui, c'est un couple très jaloux qui, de manière théâtrale pour Bonaparte, et sans doute de manière assez vive pour elle, puisque dans sa correspondance, il explique que lorsqu'il est en Italie, hein, que oui, les femmes italiennes sont belles, mais que lui ne les regarde pas. Oui, on n'est pas obligé de le croire, mais sans doute elle non plus, mais que c'est Murat justement qui s'amuse, mais que lui, il est très sérieux, et donc à plusieurs reprises. Hein. Et lui, dans le même temps, il lui dit, crains le poignard d'Othello, si je reviens à Paris, que je te surprends avec un amant. Donc il y a une part de jeu entre eux, hein, qu'on a pris au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on a cru qu'il soupçonnait en permanence de l'infidélité, alors qu'en fait, c'est un jeu qui se répond, ce sont des personnages qui sont effectivement excessivement jaloux et qui s'espionnent. C'est un couple, Joséphine a toujours fait espionner Bonaparte, et Bonaparte l'a toujours espionné. Donc, c'est pas qu'ils, voilà, ils se font confiance, oui, mais ils ont ce caractère qui les empêche. Vous racontez d'ailleurs une scène qui m'a fait rire, assez cocasse, alors, qui est plus tard, parce que je sais pas s'il est aux Tuileries ou je ne sais où elle va avec sa dame de compagnie dans les couloirs avec juste une lanterne pour espionner à son bureau, voir s'il est pas en galante compagnie. Oui, non, exactement. Oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, elle ne s'endormait que lorsqu'il revenait au lit, et donc parfois c'était 3-4 heures du matin, donc elle lui demandait évidemment qui il était, alors lui disait mais tu sais non j'ai travaillé tard avec Talleyrand, etc. Et puis bon elle le croyait pas toujours, et puis une nuit elle a voulu aller voir parce qu'elle savait que une actrice, Mademoiselle Georges, était à Paris, elle avait sans doute vu que son mari, ce qui était vrai, était attiré par elle, donc elle s'est dit oula c'est sûrement qu'il a rendez-vous avec elle, donc enfin ils sont un peu perdus dans le palais qui était tout noir, ils ont eu peur que Roustan, hein, le mameluc de Bonaparte, ne les reconnaissent pas et les poignardes, donc elles n'ont pas été plus loin, elles sont revenues. Mais enfin, c'est dire que, en fait, elle était en permanence. Napoléon à Sainte-Hélène aura cette phrase pas très jolie, il dira elle m'avait mis le grappin dessus, ce qui veut tout dire. Hein, donc, est-ce qu'on le sent vulnérable devant Joséphine ? Oui, il est totalement vulnérable parce qu'elle a compris comment il fonctionnait. Et son mode de fonctionnement, il est assez simple, c'est qu'il est un mode de fonctionnement d'ailleurs assez peu partagé par tout le monde, mais lui, il est fort avec les forts et il est faible avec les faibles. En général, c'est l'inverse. Oui. Donc, elle savait que, si je puis dire, si elle mettait en avant la faiblesse, etc., il était totalement désarmé. Il ne pouvait pas s'en prendre à quelqu'un qui était devant lui, ou en pleurs, ou dont il sentait qu'il allait faire mal. Si on lui faisait mal, effectivement, si on l'attaquait, il était le plus vigoureux, et là, il était très fort. Mais si qu'on se dérobait, mais qu'on était, voilà, à la fois larmoyant, etc., mais qu'on alternait, parce qu'elle lui a fait des reproches, etc., il n'arrivait pas c'est quelqu'un qui n'aimait pas rester fâché, il avait horreur de cela, donc il pouvait avoir quelques emportements, mais avec elle, je pense que ça a été très difficile, d'ailleurs, jusqu'à leur séparation. Il n'arrivera pas, par exemple, jamais à lui dire « tu dépenses trop ». Il n'y est jamais parvenu. Alors, on va aborder également vraiment leur intimité, parce que vous montrez une véritable sensualité dans le couple, hein. J'allais dire même un érotisme durable, hein, qui nourrit le lien pendant des années. C'est je ne sais pas si c'est nouveau, mais il y a une correspondance très, très crue, très, très chaude, on pourrait dire, aujourd'hui. Ah oui, c'est qui dévoile toutes les envies, alors de l'un et de l'autre, puisqu'ils se répondent. Il y a eu une entente sexuelle, ce qui a compté
côté dans le couple aussi, qui finalement s'allie, si je puis dire, de toutes les façons. Et donc on a des évocations. Alors ce sont quand même des mots choisis. Il fonctionne par, si je puis dire, par analogie, etc. Mais enfin, on comprend les choses. Il a fallu un petit peu décoder parce qu'on en a cru par moments que certains termes étaient sexuels alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais bon, on sent bien jusque. Et là, ça dure. Oui, ça dure jusque. Oui, on sent bien que voilà, il y a une passion amoureuse complète qui probablement pour lui a été nouvelle. Ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Elle fait également son éducation sentimentale. Oui, très probablement, puisqu'il n'a pas connu véritablement de femme avant elle, mais elle. Pas tellement non plus, mais bon, elle avait quand même été mariée, etc. Et puis bon, voilà, comme on dirait, ça a marché. Donc voilà, et ça a contribué bien sûr aussi au ciment du couple. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est également la première alliée politique de Napoléon? Comment a-t-elle vraiment concrètement contribué à sa carrière? Alors, c'est une alliée politique importante puisque en fait, elle va être assez rapidement, elle aussi, placée sous le feu des projecteurs, devenir une icône qui apparaît à ses côtés. Ça, c'est très important. Alors, c'est d'abord quelqu'un qui va être présenté comme celle qui porte chance, la fameuse bonne étoile de Napoléon, mais pas seulement. On va l'appeler Notre-Dame des Victoires, c'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, avec qui rien ne peut vraiment arriver. Et aussi quelqu'un de doux, une personne douce, bienveillante, à côté de ce général plus autoritaire, qui peut inquiéter. Il est quand même, il n'est pas toujours très facile. Donc, on présente en fait un couple assez équilibré, c'est ce que j'appelais Vénus en contrepoint de Mars. Donc, il se complète. Et donc il se complète, alors à la ville, mais médiatiquement, ce qui apparaît assez rapidement et qui va toujours d'ailleurs continuer, et qui est un calcul politique très habile, et qui se déploie aussi, on le disait tout à l'heure, en société, puisque en fait, lui, par moment, alors c'est une technique assez éprouvée, mais elle est un petit peu sommaire, mais parfois lui, il jouera le mauvais flic et elle, le bon flic, dans des négociations diplomatiques, par rapport à des politiques, par rapport... Donc le couple va alterner. Alors ce qui est difficile avec eux, c'est est-ce qu'ils ont voulu vraiment ce jeu, ou étaient-ils, tout le temps sincères? En fait, ils jouent leur propre rôle, mais ils sont ça aussi, ils sont cela aussi. C'est-à-dire, ils correspondent à leur caractère, ils ne se travestissent pas vraiment, mais en même temps, on va dire leur rôle, ce qu'ils sont, eh bien, ils l'utilisent à plein pour la politique. Alors d'ailleurs, vous avez une formule, j'aimerais bien que vous la développiez. Vous dites en 1795, Napoléon manquait de surface et Joséphine de hauteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, lui, il manquait de surface parce que ses réseaux étaient assez faibles finalement. Au moment de Vendémiaire, il connaissait Barras, quelques politiques, mais il avait été écarté pendant un moment. Donc la surface, on va dire, politique et les réseaux, il ne les avait pas. Quant à Joséphine, elle les avait, mais elle manquait elle ne pouvait pas, femme divorcée, etc., elle ne pouvait pas aller beaucoup plus haut. Il fallait que quelqu'un l'emmène plus haut et qu'elle elle lui offre en retour cette surface. Donc et c'est pour ça que cette alliance va tout de suite fonctionner, puisqu'il lui manquait effectivement à Joséphine de la hauteur, de la possibilité d'aller plus loin. Elle avait déjà une surface étendue et lui voulait aller très haut, très loin. Il ira très haut, très loin, mais il manquait encore d'un vaste réseau. Vous parliez tout à l'heure d'argent en disant qu'il ne pouvait rien lui refuser. Est-ce que c'est un vrai problème, l'argent, dans ce couple? Elle est très dépensière? Oui, elle est très dépensière parce qu'elle collectionne, si je puis dire, elle dépense l'argent avant même de l'avoir reçu. Elle a toujours été, si je puis dire, débitrice. Et ce qui est frappant dans ce couple, c'est qu'ils n'ont jamais parlé d'argent. Alors que Napoléon était quelqu'un comme sa mère, d'assez économe, qui regarde tous les contes, des contes de l'opéra, en passant par tous les contes possibles qui lui passent sur les mains. C'est une passion pour lui, de compter et de recompter. Sauf que le seul endroit où il ne comptera jamais, où il ne voudra jamais regarder, sans doute parce qu'il avait peur, où il se sentait impuissant, finalement, ce sont les contes de sa femme. Et elle, en retour, ne lui demandera d'ailleurs jamais rien non plus directement. À aucun moment, il le dira à Sainte-Hélène, elle ne m'a jamais rien demandé. Ils sont indépendants financièrement? Alors, elle essaye d'être indépendante financièrement vis-à-vis de lui. D'ailleurs, elle trafiquera dans son dos. Qu'est-ce qu'elle a comme revenu, elle? Alors, elle avait ses revenus de la Martinique, mais ensuite, elle va profiter de ses réseaux pour encore trafiquer avec, par exemple, les Baudins, qui sont des munitionnaires à l'armée d'Italie, dans le dos de son mari.
Donc elle reçoit des pots de vin, c'est avec ça qu'elle paiera la compte de Malmaison d'ailleurs. Et après, Bonaparte, le premier consul et ensuite empereur, évidemment, elle a des revenus plus officiels, mais évidemment, elle les dépasse largement. Lui, il l'apprend, puisqu'en fait, ses dettes sont connues, il les éponge, alors il essaye d'obtenir des rabais, mais n'en parleront jamais. Donc comme si, comme s'il n'osait pas, comme si, il dira, parce qu'une fois elle s'est évanouie dans son salon, et on lui rapportera ça, et dira, je suis certain qu'elle a dépensé plus d'un million en trop. Il n'était pas loin, c'était 1,5 million. Hein. Donc voilà comment ça fonctionne, mais c'est drôle, parce que voilà, un couple qui n'ose pas, comme si vous voulez, aussi les points de friction, ce qui pouvait créer un problème, et bien soit on n'en parlait pas, soit on les évitait, parce qu'on voulait que ça continue. Alors, sous le consulat, puis l'Empire, hein, quel rôle politique joue Joséphine? Est-ce qu'elle continue en termes diplomatiques, dans les cérémonies? Est-ce qu'elle participe à l'équilibre du régime? Alors, elle a très tôt un rôle officiel, on l'appellera la consulesse. Hein, par exemple, les ambassadeurs lui sont présentés en même temps ou avant Bonaparte. Elle apparaît en société, elle commence à apparaître comme celle qui forme une cour, toute la partie de ça. Elle appelle au régime, enfin, elle contribue à fédérer au régime toutes les anciennes familles, ce que Napoléon aime bien, c'est-à-dire toute la noblesse émigrée. C'est elle qui, d'ailleurs, fait revenir d'un certain nombre d'émigrés en France, parce que Bonaparte veut réaliser la synthèse, hein, on le sait, des nouvelles et des anciennes élites, mais il faut ces anciennes élites, donc elle contribue à les faire revenir, elle les rassure, elle entretient leurs relations, elle en connaît beaucoup, et donc en fait elle continue de lui faire profiter de ses réseaux, et en même temps, son image officielle se renforce, on comprend qu'elle devient une sorte de... Elle fut d'ailleurs la première dame de l'histoire, hein, à ce moment-là. C'est pas une potiche. N'est pas encore non, c'est pas une potiche. D'ailleurs, elle essaie d'influencer son mari, mais elle n'y arrivera pas. Hein. Napoléon n'est pas influençable. Il peut écouter, mais que ce qu'il a envie d'écouter. Elle essaie de l'influencer sur quel sujet? Alors, elle pensait plutôt, alors elle l'a fait indirectement, mais que, si je puis dire, de l'Empire, alors il n'en était pas encore question, mais que devenir souverain, ça n'avait pas de sens, que l'opinait plutôt pour une restauration, mais une restauration dans laquelle lui serait à la fois le favori, le Premier ministre. Effectivement une sorte de monk à l'époque par rapport à la Révolution d'Angleterre, mais cette idée lui n'en voulait pas, hein. Il voulait le pouvoir suprême, et aussi par exemple quand il était question de faire fusiller le duc d'Enghien, ça on le sait par Cambacérès, elle fut la seule à lui dire que c'était une erreur, il ne fallait pas le faire. Il l'a fait quand même, mais personne n'avait le courage de s'opposer à lui. Hein. Napoléon, ça n'étonnera personne, n'aimait pas la contradiction, hein. Donc il pouvait se renseigner, il mûrissait ses décisions, mais une fois qu'elles étaient prises, il n'aimait pas qu'on vienne lui dire non, c'est pas bien, etc. La seule qui pouvait le faire, avec tout son charme et à la fois tout son tact, c'était Joséphine en réalité. Hein. Et au sein de la famille Bonaparte, comment elle s'inscrit Alors, elle s'inscrit au départ pas trop mal, parce qu'elle a un avantage par rapport à les écrases, si je puis dire, en société, et même en personnalité, par rapport aux sœurs, même aux frères, qui ne sont rien du tout. Et elle, par contre, elle a déjà l'habitude de sociétés beaucoup plus évoluées. Donc, mais comme il y a eu ce moment où le petit Napoléon leur a échappé au clan en 95, hein, et qui conclut cette alliance, ce mariage sans eux, ils vont avoir l'impression qu'elle leur a volé Napoléon. Ils vont penser que c'est une manœuvre d'elle, alors que ce n'est pas une manœuvre d'elle. Oui, il a participé, mais c'est lui qui voulait s'affranchir de son clan, en grande partie à travers elle. Et eux ne vont pas le comprendre, et à chaque fois, lui, il joue entre les Beauharnais, qui donnent des postes. Hein. Eugène, il fera vice-roi d'Italie, il sera d'ailleurs le premier, si je puis dire, pas couronné, mais à obtenir un poste de cette nature avant les Bonaparte. Parce que pour les Bonaparte, tout ce qui est à Napoléon est à eux. Et tout ce qui est à eux n'est pas à Napoléon, hein. Je le redis. Donc ce qui fait que lui, il est obligé d'équilibrer, il ne peut pas se passer de son clan, on le sait. Sa famille, on la trouvera trop encombrante, tout ce qu'on veut, mais voilà, il ne peut pas. Ce n'est pas possible, hein. Par contre, il peut essayer de le faire pièce avec les Beauharnais, essayer de compenser, leur disant, oui, voilà, je vous appartiens, mais je ne suis pas complètement à vous. Alors, donc ça, évidemment, les Bonaparte, les frères, les sœurs, voudront toujours à Joséphine, essaieront de faire divorcer en permanence leurs frères, essaieront de l'empêcher d'être couronné à Notre-Dame.
Et voilà, et en plus, chaque, si je puis dire, faveur accordée au Beauharnais, ils le prennent, je l'ai dit, très mal. Et bon, on a cette scène où il oblige ses sœurs à porter la traîne de Joséphine au moment du sacre. Hein. Alors, c'est un drame familial, puisqu'elles vont se rouler par terre, mais elles vont être obligées d'accepter. Par terre, littéralement. Oui, littéralement, c'est Caroline qui se jettera par terre parce qu'elle n'est pas princesse. Enfin, c'est une famille corse, donc elle est quand même exubérante. Hein. Il ne faut pas croire que ce sont des Suédois. Hein. Donc, évidemment, donc, ils sont exubérants. Et donc, il y a, alors que Joséphine, elle reste très calme. Hein. Elle n'est jamais, on ne l'a jamais prise en colère. On n'a jamais vu en colère. Ah oui. Mais eux, c'est en permanence. Hein. C'est une famille latine, donc très démonstrative, évidemment. Et donc, mais elles vont accepter de ne pas porter, mais de pincer la traîne. Donc, on voit bien que, on dit que Pauline aurait voulu marcher dessus pour qu'elle tombe. Mais c'est possible. Il l'appelait la vieille. Enfin bon, ça a été une belle famille, on va dire, comme on peut. Moins la mère. Hein, oui, j'avais posé la question avec la belle-mère, ça se passe comment? Avec la belle-mère, finalement, elle avait réussi un petit peu à la séduire. Laetitia, c'est une petite femme hein, d'1m50, toujours habillée de noir, assez austère, hein, qui fait peur à son fils encore, hein, oui. Napoléon. Elle, non, on sait qu'elle l'amènera à Plombières, que ils ont ri ils ont ri ensemble, etc. Joséphine a ce côté, si je puis dire, inattaquable, c'est qu'elle jamais elle ne vous affronte réellement. C'est très difficile hein, de vraiment s'en prendre à elle. Donc la mère laisse faire. En fait, pourquoi elle n'est pas au sacre? On l'a dit parfois que c'était à cause de Joséphine, c'est faux. Elle n'est pas au sacre à cause de Joséphine, elle n'est pas là parce que Lucien est en froid avec Napoléon. Et Lucien, c'est vraiment son fils préféré en réalité. Et qu'elle préfère le soutenir, et donc elle n'est pas le 2 décembre 1804 à Notre-Dame. Alors, on va arriver maintenant à la raison d'État. Est-ce que le manque d'héritiers est souvent présenté comme la cause de leur divorce? Mais est-ce que vous montrez, vous, que c'est plus complexe? Qu'est-ce qui rend finalement ce problème si explosif politiquement? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, c'est vrai qu'une dynastie qui se fonde sans héritier, c'est déjà antinomique. Donc, ils inventeront une solution hein, au départ en faisant épouser le frère de l'un, Louis, à la fille de Joséphine Hortense, pour qu'ils aient une descendance que l'on adoptera. Alors, ils ne réussiront pas à adopter, mais le premier enfant de 1802, c'est Napoléon Charles. Pourquoi Napoléon? Parce qu'il devait lui succéder, sauf qu'il mourra en 1807 de la tuberculose, et Napoléon saura qu'il peut être père avec une maîtresse, Éléonore de Nuel de la Plaine, que Caroline avait quasiment placée dans son lit d'ailleurs, sans doute à dessein. Parce qu'on ne savait pas qui était stérile. Joséphine ayant eu 2 enfants, on pouvait penser que c'était lui. Bien sûr. Et là, il a preuve qu'il peut être père. Or, aussi, Napoléon aime les enfants, et ça, Joséphine ne peut plus lui en donner. Donc, ceci va quand même évidemment gangréner la relation. Et je vous interromps, vous dites d'ailleurs, ça gangrène la relation, mais également au niveau de leur entente physique, le fait qu'ils cherchent toujours à avoir des enfants, finalement, et ils font pas attention. Quoi. Non, oui, ça c'est... Bon, je reviens, je sors du lit et je reviens. Non, mais c'est vrai, parce que à l'époque, évidemment, la contraception pour les femmes n'existe pas. Alors, c'est pas seulement, effectivement, il y a la grossesse de l'enfant, mais faut-il déjà pouvoir accoucher? Parce que beaucoup de femmes mouraient en couche. Donc, à chaque fois, elles prenaient un risque, à la fois, si je puis dire, alors si elles étaient l'amante de l'un de l'autre, avoir des enfants, c'était déjà la preuve d'une infidélité, mais seulement elles avaient un fort risque de mourir. Plus effectivement elles enchaînaient les grossesses, les accouchements, et plus ça pouvait être difficile. En tout cas, effectivement, elle ne peut plus, en tout cas, courir ce risque, qui sans doute a prolongé l'entente sexuelle, vous avez raison, mais en même temps aussi, Napoléon, en 1809, quand il se décide à se séparer de Joséphine, il change de système. C'est-à-dire, on voit bien que avant c'était un système qui essayait d'opérer la synthèse avec des gens comme Fouché, Talleyrand et Joséphine, qui incarnaient cette nouvelle France, hein, c'est-à-dire une France venue de l'Ancien Régime, mais qui s'était développée sous la Révolution, donc qui était comme ça, une sorte de synthèse de ce nouveau monde. Et lui veut retourner un petit peu vers l'ancien monde, puisqu'il est dans un monde aujourd'hui, depuis qu'il est empereur, de roi, de reine, de souverain, etc. Et si je puis dire, il se prend un petit peu au jeu, il se fait avoir d'ailleurs, parce que, par exemple, quand il cite, le tsar lui dit « mon frère », il n'en pense pas un mot. Et lui, il pense qu'il est entré dans les grandes familles européennes, ce qui n'est pas le cas. Les grandes familles européennes, il est entré que parce qu'il a un sabre. Oui.
Mais dès que ce sabre commencera à se briser à la campagne de Russie, on verra bien que personne ne le considère de sa famille, y compris son beau-père, l'empereur d'Autriche. Mais lui, il se méprend et il pense que voilà, l'empire et la dynastie passent par des alliances. C'est ce qu'il applique d'ailleurs à des Beauharnais comme à des Bonaparte, hein, qu'il veut marier avec toutes les grandes familles européennes. Et lui, si je puis dire, veut sauter le pas aussi. Hein. Pense, il n'est pas le seul d'ailleurs à le penser, mais qu'il faut faire ça. Donc Joséphine, dans ce schéma-là, n'existe plus. Donc il y a à la fois la rupture avec, si je puis dire, le Bonaparte du consulat et ce désir d'enfant et évidemment une relation qui ne peut plus... le désir de changer de système politique faire aussi, une alliance. Ce divorce, il est compliqué juridiquement parce qu'ils se sont mariés également religieusement. Oui, ils se sont mariés civilement et en fait aussi le code civil interdisait une séparation à l'amiable avec une femme de plus de 45 ans, on en avait 46. Ouais. Les statuts de la famille impériale interdisaient le divorce, donc il a fallu faire une loi spéciale, un senatus consulte, pour cette séparation. Et effectivement, ils s'étaient mariés religieusement, c'était encore si je puis dire, un coup fourré de Joséphine à la veille du sacre, qui le 1er décembre l'avait obligé à un mariage religieux. Il fallait là aussi le dissoudre avec un tribunal ecclésiastique, en prétendant que le lieu, la paroisse n'était pas la bonne, les Tuileries, qu'il aurait fallu être ailleurs, qu'il n'y avait pas de témoins, ce qui n'était pas vrai. Enfin bon, évidemment, quand on veut, on peut, si je puis dire. Et on a trouvé toutes les arguties, à la fois juridiques comme religieuses, pour briser les deux mariages. Mais le terme employé n'est pas divorce, parce qu'on ne pouvait pas, juridiquement, c'est une séparation. Un peu, si je puis dire, à l'ancien monde. Hein. Mais bon, ça revient à divorcer. Alors, est-ce que Napoléon, pour prendre cette décision, donc il y a l'affaire privée, mais il y a aussi l'affaire d'État, il consulte, il prend sa décision tout seul, est-ce qu'il en parle à Joséphine avant Alors, comment ça se passe? Non, il lui annoncera une fois qu'il avait pris cette décision. Donc le fameux 15 décembre où la scène, un petit peu avant. Alors Fouché avait poussé à cette solution de la séparation d'avec Joséphine. On lui proposait, des princesses russes, on lui faisait espérer. Ce sera une Autrichienne finalement, il essaiera, mais c'est d'ailleurs le tsar et sa mère qui refuseront. Donc dans l'air, si je puis dire, depuis 2 ans, depuis 1807, cette solution est, si je puis dire, plus qu'envisagée. Napoléon l'atteste, demande, mais n'en parle pas à Joséphine. Il n'en parlera que lors d'un dîner en tête-à-tête, parce que jusque-là, il n'y était pas arrivé. Alors comment ça se passe, ce dîner en tête-à-tête? Alors, ce dîner en tête-à-tête, il mettra beaucoup de mal à lui dire qu'il faut se séparer, pour raison d'État d'ailleurs. C'est qu'il a besoin d'un héritier, que pour la dynastie, c'est nécessaire. Alors, selon les témoins qui écoutaient à la porte, puisqu'ils ils n'avaient voulu personne d'autre, Joséphine aurait pleuré, se serait même évanouie. Alors est-ce que c'est vrai? C'est toujours des difficultés avec eux. Sans doute qu'elle a été très, très atteinte, parce que c'était sa peur. Depuis, elle savait qu'elle était sur un siège éjectable et quand elle le pressentait, le sentait venir, mais une fois que c'est officiel, si je puis dire, tout s'écroule. Et pour lui aussi, c'est un déchirement. Lui aussi, c'est un déchirement parce qu'il sait que cette relation-là, il ne l'aura plus jamais. Et que, il sait d'abord qu'il lui fait mal, mais ça lui fait mal aussi. Et que sera demain, lui est très confiant, mais il y a quelque chose qui se brise et qu'il n'aime pas. Je dis, il n'aime pas les ruptures. Et donc, c'est encore un couple singulier, puisque le 15 décembre 1809, en présence de la famille impériale, ce qui fut une humiliation pour Joséphine, qui n'est pas arrivée à lire le discours jusqu'à la fin. C'est Regnault de Saint-Jean-d'Angély qui continuera. Elle a signé, mais elle pleurait sur le document. C'est une scène, évidemment, pas très gaie, mais... Ils se séparent donc officiellement le 15 décembre et ils passent Noël et jour de l'an ensemble. Oui. Donc, ce qui quand même, pour un couple qui vient de se séparer, peut arriver, mais est bien un signe que c'est ce qui était le lien, on va dire, affectif n'est pas du tout rompu. Il y a avant tout le lien d'État et aussi c'est effectivement cette volonté d'être père. Il y a quelque chose qui a malgré tout fait. C'est un grand sentimental finalement. Oui, c'est un grand sentimental. Il veut toujours
être bien vu, aimé, etc. Il n'aime pas rester en froid. Son problème, c'est que, si vous voulez, d'ailleurs, de manière générale, hein, même quand il remporte des victoires, quand, eh bien, avec des nations, il négocie des traités de paix, il ne cherche pas à tuer son ennemi. Il ne l'achève pas, si je puis dire. Parce que une fois qu'il l'a vaincu, eh bien voilà, il est même plus magnanime que d'autres. Et parfois, il veut obtenir beaucoup de choses, mais quand il les a obtenues, il n'est pas ce personnage qui serait peut-être à tort pour lui d'ailleurs, hein, parce qu'il n'a pas. Enfin, c'est des amis. On peut penser aussi à Talleyrand, hein, d'ailleurs, qui le savait, qui le trahissait, mais il a toujours laissé avec lui. Il l'a gavé d'or et d'argent, mais ça ne fait rien. Comme s'il ne voulait pas rompre, il n'arrive pas à rompre. Et d'ailleurs, avec Joséphine, le lien est maintenu. Oui. Alors il est obligé d'aller la voir en cachette parce que Marie-Louise. Il va la voir en cachette, mais bon, oui. ils ne sont plus amants. Non, ils ne sont plus amants, mais Marie-Louise n'accepterait même pas qu'il aille la voir. Donc il la voit en cachette, il prétexte que, enfin sous 1000 prétextes, mais voilà. Donc bon, de moins en moins, mais il continue un petit peu à s'écrire. Il cachait parce que Marie-Louise a eu peur d'un retour de Joséphine, qui ne demandait que ça. Hein. Joséphine serait revenue à la cour. Le problème, c'est que si elle revenait, Marie-Louise savait qu'elle était battue d'avance avec une femme comme ça, qui possédait, qui avait fait tant de bien autour d'elle, hein, à la cour et ailleurs. Donc elle avait des alliés partout. Donc pour elle, qui était une Autrichienne, en souvenir de tout ce que ce fut pour l'histoire de France, c'est-à-dire Anne d'Autriche et surtout Marie-Antoinette, hein, qui était sa tante, tout ça faisait que, voilà, elle avait qu'une peur, c'est de voir réapparaître l'impératrice douairière, Joséphine. Donc elle a toujours voulu, n'a jamais voulu visiter Malmaison, même en son absence. Elle a refusé à Napoléon. Donc voilà, elle l'a mis à l'écart. Ce qui peut se concevoir. Mais donc après leur séparation, leur correspondance, est-ce qu'on sent quel est le ton? On va vers une amitié amoureuse? Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours le même en fait, et elle sait le prendre quand il a voulu qu'à Paris elle ne puisse plus aller, hein, ne pouvait plus aller à Paris, ni même à Malmaison au départ, pour pas être trop proche de la cour. Oui. Donc il a exilé à Navarre, pas très loin, hein, en Normandie. Et elle veut revenir à Malmaison et lui écrit officiellement une lettre très froide, Sire, voudrait bien, etc. Lui, quand il reçoit cette lettre, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça? Oui, bon, d'accord. Écoute, c'est vrai, Malmaison, bon, tu peux revenir, etc. Et vous savez qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle va lui répondre, parce que celle-là, on les a, elle va lui répondre, ah, Bonaparte. Elle va leur rappeler Bonaparte et le tutoyer et dire, Bonaparte, je te reconnais bien là, je sais que tu es, etc. Donc, vous voyez le jeu, hein. Oui. Mais enfin, l'appeler Bonaparte, c'est comme si ça n'avait pas changé en réalité. Mais ces personnages-là ne sont pas dupes du pouvoir et de tout ce que ça implique. Et donc, voilà, ils ont continué, à, si je puis dire, à distance. Elle s'est inquiétée pour lui, hein, lorsqu'il était en Russie. Elle avait peur qu'il disparaisse. Elle avait toujours peur pour lui. Hein. Comme si, non, le lien n'a pas changé, évolué, bien sûr, mais il n'avait pas disparu. Hein. Donc elle va disparaître en revanche avant lui. Comment cela l'affecte-t-il? Alors elle disparaît en mai 1814, hein, emportée par une pneumonie. Hein. Il l'apprend à l'île d'Elbe, il est lui-même, c'est son premier exil. On sait qu'il restera enfermé toute une journée, hein, à pleurer sans doute. Et là, il est très atteint. Il pensait, sans doute a-t-il pensé à un moment, quand il a vu que Marie-Louise ne répondait plus, si je puis dire, qu'il le dira d'ailleurs, Joséphine serait venue avec moi à l'île d'Elbe. Il avait raison. Bien sûr que Joséphine ne l'aurait pas laissé. Alors que Marie-Louise, on le sait, le laissera. Donc, et pour moi, même si ça avait pu continuer à Sainte-Hélène, elle serait allée. Hein. Elle n'avait peur de rien, en fonction, compte tenu de son passé. Donc, c'est pour lui, c'est un premier écroulement. Il perd une figure essentielle pour lui. Quand, aux 100 jours, après, quand il part justement pour Sainte-Hélène, il passe par Malmaison, il ira dans la chambre où elle est morte, qui se visite toujours d'ailleurs, il se mettra à pleurer, il aura comme ça une journée de souvenirs, parce que Malmaison, ce fut le lieu du bonheur, ce fut le lieu du consulat, ce fut le lieu où ils ont tout construit, à la fois la France, mais un couple, si je puis dire, éclatant. Bref, je veux dire, et à Sainte-Hélène, il avait... C'était à l'époque sur les tabatières, les portraits, puisque c'était les seuls souvenirs. Il avait le roi de Rome, Joséphine, sa mère. Donc on voit bien, si je puis dire, les trois. Oui, donc sur la fin, il pensera toujours
Ah oui, il en rêvera, il pensera toujours à elle, il parlera beaucoup d'elle, il déclinera ses défauts, il expliquera aussi en partie ce qu'était son couple, hein, il le racontera effectivement, à tous ses compagnons d'infortune. Et ce qui est frappant, c'est que, l'historien ne peut pas évidemment entrer là-dedans, mais ils ont connu l'exil au même âge, finalement, à 46 ans, et ils vont mourir au même âge, 52 ans, oui. Ça, à peu près, où ils allaient sur leurs 52 ans. C'est quand même un parallèle, alors même qu'aussi au départ, ils avaient, on l'a dit, connu en même temps les mêmes épreuves, et finalement à la fin, ils ont connu aussi les mêmes épreuves, alors à 6 ans d'écart, mais si je puis dire, physiologiquement en même temps, en réalité. Alors nous arrivons au terme de l'émission. Très rapidement, donc, avec ce livre, est-ce que vous avez voulu changer l'image de Napoléon, nous montrer qu'il n'y a pas de Napoléon sans Joséphine? Alors, parce qu'on voit un Napoléon plus humain, finalement, avec votre livre. Il y aurait eu Napoléon, il serait sans doute arrivé au pouvoir, mais il n'y aurait pas eu ce Napoléon-là. Sans une femme comme Joséphine, j'ai dit tout à l'heure, son apparence au pouvoir, sa réalité d'ailleurs, puisque Joséphine avait un rôle effectif, le pouvoir serait apparu sans doute plus rude, plus difficile à accepter, et même pour la postérité. Là, on a une illustration de ce couple en majesté. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, on possède leur intimité, une correspondance comme on en possède rarement en histoire, mais c'est aussi le couple qui possède la relation, la représentation la plus iconique, c'est le tableau du sacre. Puisque le tableau du sacre, c'est un moment de couple. C'est Napoléon qui couronne Joséphine. Et qu'il a voulu, pas seulement de manière politique ou dynastique, il a dit je la couronne parce que dans les moments difficiles, elle était avec moi. Donc, si vous voulez, et donc ils ont cette, d'où effectivement l'intime et le grandiose, ils ont ce grandiose qui maintenant est aux yeux du monde entier, puisque c'est un des tableaux les plus célèbres du Louvre, et qui illustre bien ce qui fut finalement cette relation, ce grandiose qu'ils ont réussi à accomplir ensemble. Pierre Mandin, merci infiniment. Merci. Donc, je rappelle votre livre, Napoléon et Joséphine. Rappelez-moi le sous-titre parce que nos papiers... L'intime et le grandiose. L'intime et le grandiose, donc qui vient de paraître aux éditions Perrin. Merci infiniment. Merci. On pourrait vous écouter des heures sur le sujet, mais malheureusement, c'est la fin de l'émission. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.